L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Sybille Rousseau. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne Europe, Centre d'information Europe Direct Moyenne-Garonne, en compagnie du président des lieux, Didier Delanis. Didier, bonjour. Bonjour Sybille. Et alors j'en profite, c'est la première émission de l'année. Nous continuons notre partenariat. Chaque mois, nous vous écoutons sur nos ondes. Eh bien, à cette occasion, une très très belle année, nous vous souhaitons, Didier. Bonne heureuse année, merci. Bonne heureuse année pour vous et pour toute l'équipe de la radio. Merci Didier. Alors aujourd'hui, nous parlons de la Lettonie. Pourquoi précisément, Didier ? Alors, tout simplement parce que la Lettonie, après avoir assuré la présidence de l'Europe pendant 6 mois, vient de rentrer dans la zone euro. C'est quand même un événement important et il nous a paru justifié de présenter ce pays aux Européens convaincus que sont les Lot-et-Garonnais. Alors, on va présenter dans le menu ce pays. Tout d'abord, on va le situer géographiquement. Où se situe-t-il précisément ? Alors, c'est un pays balte qui se situe entre l'Estonie, la Lituanie, la Biélorussie, la Russie, et avec un bord de mer sur la mer Baltique, voilà. Quelle est sa population ? Un tout petit peu plus de 2 200 000 habitants, presque, enfin ils tendent vers les 2,5 millions maintenant, après avoir passé une période terrible, puisqu'entre 1991 et 2011, la Lettonie a perdu plus de 23% de sa population, à cause d'un taux de fécondité qui est tombé très bas notamment, et un solde migratoire négatif, donc effectivement, peu de population. Je crois qu'ils ont environ 35 habitants au kilomètre carré, ce qui laisse à penser que ce doit être un pays merveilleusement vert et beau. Alors parlons un petit peu de son histoire. C'est un pays qui a pas mal été ballotté. Oui, c'est un pays qui a été ballotté. Aujourd'hui, la capitale de ce pays est Riga, qui est une capitale culturelle, entre autres. Mais effectivement, du XIIIe jusqu'au XVIe siècle environ, la Lettonie, qui s'étendait en Livonie et en Courlande, était la possession des chevaliers prussiens de l'ordre de Livonie, voilà. Et au XVIIe siècle, elle faisait partie de la Pologne après avoir précédemment été, depuis 1625, la propriété de la Suède. Donc il a fallu trouver son identité dans tout ça. Oui, c'est un pays qui a été ballotté, on va dire, au cours du Moyen-Âge, mais aussi bien plus tard, puisque au cours de la guerre civile de Russie, entre 1917, il faut préciser quand même, et 1922, la plupart des divisions militaires lettonnes, créées pendant la Première Guerre mondiale, luttèrent contre l'Allemagne aux côtés des bolcheviks. Et la Lettonie a acquis pour la première fois son indépendance seulement, reconnue internationalement, en 1918. Donc vous voyez que cette histoire a été compliquée. En plus, pour continuer dans cette complexité, si vous voulez, en 1940, durant donc la Seconde Guerre mondiale, elle est d'abord envahie par, comme le prévoyaient d'ailleurs les clauses secrètes du pacte germano-soviétique, par l'URSS. Et il y a à cette époque-là près de 16 000 Lettons qui ont été déportés par les soviétiques. Et comme cela n'a pas suffi, ils ont été envahis par les nazis en suivant. Donc vous voyez, une histoire assez terrible, compliquée. Beaucoup de cicatrices. Des cicatrices, un peuple courageux et qui, de par son histoire, naturellement, devait rejoindre l'Union européenne. Alors, il fonctionne comment ce pays ? Il y a un président, il y a un premier ministre, dites-nous. Et puis dites-nous aussi les noms. Alors, il y a un président, effectivement, qui s'appelle Andris Berdžija, et un premier ministre, Valdis Dombrovskis, donc vous comprendrez toute l'influence de l'Est à travers ces noms-là. C'est un pays qui est divisé en 4 régions principales, ce qui fait en gros des régions à 500 000 habitants, donc ça, on n'est pas très loin des régions telles qu'elles sont constituées en France en termes d'importance. Elles sont un peu plus importantes, mais j'ai cru comprendre que le président Hollande voulait diminuer le nombre de régions, donc ce qui nous amènerait a priori au même niveau que la Lettonie. Alors, vous disiez tout à l'heure, Didier, que ce pays avait
connu une chute de la population jusqu'en 2011. Aujourd'hui, elle reprend progressivement. Mais en matière économique, comment se porte-t-il ce pays ? Alors, comment se porte-t-il ? C'est très contrasté parce que l'Union européenne considère que c'est un modèle d'une certaine manière. Si on analyse un peu les choses, c'est un modèle d'austérité parce que c'est un pays qui effectivement a des chiffres positifs d'un point de vue économique en matière de PIB, etc. Mais si l'on regarde de plus près, on constate que c'est un pays qui compte quand même 15% de chômeurs. C'est un pays qui a vu une diminution de 25% de ses fonctionnaires. Enfin, tout ça ne s'est pas fait sans douleur. Donc, entre la disparition d'un grand nombre de fonctionnaires, un taux élevé du chômage, on peut s'interroger sur la qualité de vie pour les salariés dans ce pays. Mais au-delà de ça, effectivement, les chiffres sont bons. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à ce pays, cette entrée dans l'Union ? Je crois que ça apporte, le fait de rentrer dans l'Union européenne apporte beaucoup, apporte par exemple l'assurance d'une paix durable pour le pays dans lequel on vit, ça c'est une chose, apportera à terme une évolution du niveau de la vie comme cela s'est passé pour d'autres pays tels l'Espagne, le Portugal, enfin tous les pays qui sont rentrés dans l'Union européenne. Après, bien évidemment, il y a eu des crises internes à ces pays avec certaines bulles spéculatives qui n'ont pas forcément de lien avec le fait de rentrer à l'Europe, mais avec une gestion un petit peu hasardeuse d'un point de vue financier. Voilà, donc ça c'est un des apports. Le fait d'avoir une monnaie unique, de ne plus avoir de frontières, de rentrer dans un marché libre, c'est quand même important pour un petit pays qui va du coup pouvoir développer ses activités industrielles, économiques, etc. Voilà quelques éléments qui peuvent être intéressants pour ces pays-là, incontestablement. Alors tout à l'heure, vous disiez que la capitale c'était une capitale culturelle. Y a-t-il des événements culturels marquants en Lettonie ? Oui, il y a des événements culturels marquants en Lettonie. Bon, d'abord, il faut savoir que depuis le XVIIIe siècle, Riga est une référence en matière d'opéra. Hein, voilà, donc c'est quand même un pays qui, de ce point de vue-là, est assez extraordinaire. Donc, il y a aussi le festival de films de l'Arsenal, hein, tous les ans en septembre, donc qui inclut plusieurs compétitions, un petit peu à l'image du festival de Cannes, on va dire. Hein. Un festival qui est connu au niveau mondial d'ailleurs. Et puis il y a le festival letton du drame contemporain que l'on dit Insight. Voilà, tous les mois de mars aussi avec de célèbres acteurs contemporains qui sont présents comme à Cannes, exactement pareil. Donc voilà. Un programme riche au point de vue culturel. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des langues en Lettonie. Bon, la langue la plus utilisée bien évidemment est le letton, mais le russe est aussi parlé couramment. Il faut quand même le savoir. Ensuite, il y a des langues qui sont très peu pratiquées dans ces pays-là. Si l'on prend la Bulgarie par exemple, le français est une langue qui est beaucoup parlée en Bulgarie, en Roumanie aussi. Il y a vraiment l'histoire fait que cette langue a pris une forte place. Curieusement, en Lettonie, seulement 1% de la population parle français. Donc, vous voyez, on a du travail à faire, ne serait-ce que si l'on veut créer des coopérations économiques avec ces pays-là, on a tout intérêt à faire en sorte que notre langue y soit parlée, et pour cela, il faut un effort de notre pays, je pense, en direction de la Lettonie. Un mot aussi sur la religion. Alors sur la religion, c'est un pays où l'église luthérienne, le protestantisme était fort pratiqué, puisque jusqu'en 1945, on comptait à peu près 70% de la population qui pratiquait cette religion. Aujourd'hui, la religion a perdu beaucoup de place dans ce pays-là. Elle est très peu présente, pour être très franc, même si le protestantisme majoritairement, un peu le catholicisme et un peu l'orthodoxie du fait de la proximité de la Russie existe, mais la religion n'a plus une place aussi prépondérante qu'elle a pu avoir par le passé. Un dernier mot sur ce pays, la Lettonie. Le sport, est-ce qu'il y a des sportifs connus en Lettonie ?
Oui, il y a des sportifs connus. Alors certains sont moins connus. Par exemple, il faut savoir que la Lettonie possède une équipe de hockey sur glace qui est classée quand même 12e au niveau mondial, ce qui n'est pas si mal. Mais surtout le tennis, puisque nous avons le jeune prodige Ernest Gulbis, donc qui a récemment battu Novak Djokovic. Donc ça veut dire que des espoirs montants dans ce pays commence à se faire jour et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est ça aussi l'Europe, la richesse, ce qui démontre que ces petits pays avec peu d'habitants sont capables de réaliser des exploits et surtout d'avoir de jeunes athlètes en capacité de battre les plus grands que nous avons au niveau de ce monde. Didier Delanis est notre invité aujourd'hui. Alors Didier, on vient de parler largement de la Lettonie. Là, on va parler de l'agenda de la Maison de l'Europe. Alors, que se passe-t-il à partir du mois de janvier, donc à partir de ce mois-ci, à la Maison de l'Europe ? Alors, plein de choses, comme d'habitude. Donc, tout au cours du mois de janvier, Maria Teodorovic, qui est une jeune Serbe que nous accueillons dans le cadre d'un service volontaire européen, donc qui va intervenir dans plusieurs établissements scolaires pour parler justement du service volontaire européen et des programmes de mobilité des jeunes. Il est important que les jeunes de tous les établissements scolaires, mais aussi des facultés, etc., puissent connaître les possibilités qu'il y a en termes de mobilité, de découverte des autres pays. Et, elle est là pour ça et elle le fait très bien. Ensuite, le 31 janvier, normalement, nous inaugurons notre centre d'information Europe Direct. Cela fait 1 an précisément qu'il est en place. Il commence à produire ce que nous attendions, à savoir de nombreuses rencontres avec des jeunes, et puis nous y faisons aussi certaines réunions qui font qu'il vit. Et donc nous envisageons le 31 janvier de recevoir Madame Castex, qui est députée européenne et qui a donné son accord de principe pour organiser l'inauguration, mais aussi un petit débat sur l'Europe, puisque nous approchons des élections qui auront lieu le 25. Nous attendons une réponse de Monsieur Lamassoure qui, nous l'espérons, portera pour ce qui est de son parti, ce n'est pas un parti pris, mais pour ce qui est de son parti, les couleurs de son parti à l'Union européenne, puisque nous avons la chance là d'avoir un député qui est toujours très disponible, comme l'est d'ailleurs Madame Castex pour la gauche, pour intervenir, et nous trouvons ça excellent. Voilà. Ensuite, nous aurons aussi des actions avec un groupe de 10 jeunes que nous sommes en train de préparer à la connaissance de nos institutions et que nous amènerons ensuite sur le terrain, mairie, communauté à Genèse, conseil régional, Sénat, ensuite le Parlement européen, etc. Voilà, et nous amènerons ces 10 jeunes avec 25 adultes aussi qui ont décidé de découvrir l'Union européenne et notamment le Parlement européen. Didier, avant de nous quitter, vous en parliez un instant, le 25 mai prochain, nous sommes appelés aux urnes pour élire nos députés européens. Comment convaincre la population aujourd'hui de s'y rendre, d'aller voter ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si l'on doit être pour ou contre l'Europe. L'Europe est là, mais elle continuera à être là. Notre choix est ailleurs. Le choix qu'ont à faire les citoyens de ce département est simple. Soit on a une Europe libérale, soit on a une Europe sociale, soit on a une Europe écologique. C'est ça qui constitue le choix à faire. Au niveau de la Maison de l'Europe, clairement, nous disons attention, il y a des populistes qui peuvent mettre en danger l'Europe. Mettre en danger l'Europe, c'est prendre le risque de revenir à une guerre un jour entre les pays qui la constituent. Donc nous disons clairement, allez choisir l'Europe que vous voulez, mais allez voter. Ne pas voter, pour moi, est une faute, et je dirais que ce droit de vote a été acquis durement par nos ancêtres, et nous devons, au moins, ne serait-ce que pour cela,
allez voter, tout simplement. Voilà. Et donc pour l'Europe, je dirais une dernière phrase. Ne soyons ni optimistes ni pessimistes, soyons déterminés. Je le suis. Merci beaucoup Didier Delanis, président de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Centre d'information Europe Direct Moyenne-Garonne. Merci et au mois prochain. Merci beaucoup Sybille, au mois prochain. C'était l'invité du jour, animé par Sybille Rousseau.